Laurent Roland Toniquès, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Oumar Adéanjou, bonjour. Bonjour Mori, bonjour à tous. Ok, merci d'être là pour le débat. Vous êtes installés déjà. Nous irons à la une du quotidien Info Matin. Info Matin, ne sait pas donc seulement limité au message du chef de l'État ou bien l'interview accordée hier par le chef de l'État à la presse nationale, à l'ORTB. Mais le journal s'interroge ce matin. Quelle porte de sortie possible? Et je pense que c'est une interrogation pertinente. Laurent Roland Toniquès, au regard de l'évolution de la situation cette semaine, quelle porte de sortie possible? Je crois qu'on propose la solution depuis des semaines ici. Jusque les gens n'ont pas voulu écouter, les gens ont voulu forcer la diplomatie politique et aussi longtemps que nous allons nous entêter à tenter ça. Il se peut qu'on n'ait jamais de solution. Toujours est-il que dans cette crise, les Nigériens vont être campés sur l'opposition. La Chine étant un partenaire dans le dossier va défendre ses intérêts. Et le Bénin se retrouvera sur le carreau si on ne s'est pas fait. Sur le carreau, pardon, si on ne s'est pas fait. Et donc j'estime que la solution, pas de sortie, nous la proposons depuis des semaines sur ce plateau, en disant, dès lors que politiquement vous avez échoué, allez voir les leaders religieux, allez voir d'autres acteurs de la société pour régler le problème. Allez voir plus grand que vous pour régler le problème. Il ne sert à rien de vouloir forcer à tout prix les choses. Si vous êtes en face de quelqu'un et vous ne vous entendez pas, vous allez voir plus grand que vous et plus sage que vous sollicitez pour régler le problème. Et j'ai toujours dit, dès lors que nous avons un problème en politique, nous nous tournons en tant qu'acteurs politiques, en tout cas, les acteurs politiques se tournent vers les leaders religieux. Pourquoi le Bénin tarde-t-il à utiliser les compétences, les capacités de l'Union islamique du Bénin? Pourquoi le Bénin tarde-t-il à solliciter les têtes couronnées? Peut-être le Forum des rois du Bénin. Pourquoi le Bénin tarde-t-il à impliquer les acteurs de la société civile? C'est vrai qu'à un moment donné, les acteurs de la société civile sont presque inexistants parce qu'on ne les sent plus. Mais pour autant, il y a quand même des organisations de la société civile qui sont encore là. Il y a des têtes couronnées qui sont encore là. Il y a des leaders religieux qui sont encore là. Pourquoi on ne peut pas le faire? Il y a une crise entre le Bénin et le Niger dans les années 60. Il a fallu qu'un évêque se déplace pour aller constater ce qui se passe, pour aller voir les autorités nigériennes à l'époque, pour leur dire ce qui se passe, ce n'est pas bien. Et c'est en ce moment que les autorités nigériennes ont capitulé, ou bien sont revenus sur leurs décisions. Donc, je pense que la porte de sortie, il n'y a plus autre chose à faire. Politiquement parlant, je crois que le chef de l'État doit pouvoir se calmer, dans une certaine mesure, avec son équipe, pour dire, bon, maintenant, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Le ministre des Affaires étrangères a tenté, ça n'a pas marché. J'ai envoyé mon ministre des Mines là-bas pour un message, ça n'a pas marché. Alors, les Chinois, eux, ne viendront que défendre leurs intérêts. Le problème, c'est que les Chinois, qu'on ne le veuille pas, ils vont vous dire, eh, Bénin, arrangez-vous pour que mon pétrole passe, parce que moi, il est déjà payé. Tant que le pétrole coule, ils seront en train de charger au port, donc et ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est de dire au Bénin, écoutez, vous ne devez pas bloquer mon pétrole, parce que j'ai déjà acheté. Donc, si je vais acheter un bœuf au Niger, et que je dis, acheminez-moi le bœuf à Cotonou, le bœuf vient à Cotonou, vous n'avez pas autre possibilité que de me remettre mon bœuf. Et nous sommes dans ce cas de figure-là. Si vous avez un problème avec celui qui m'a vendu le bœuf, allez régler ça là-bas. Donc le Niger va toujours, la Chine va toujours défendre ses intérêts. Alors nous autres, ce que nous avons comme avec le Niger, c'est la question de la frontière, c'est la question des échanges commerciaux entre les deux pays. Et ça implique les Béninois, ça n'implique pas les Chinois. Qu'on se dise la vérité, ça implique les Béninois et les Nigériens. Et les Nigériens, un peuple résilient, ils vont travailler à affronter, à supporter les chocs. Ils vont travailler, parce que c'est des gens qui vivent dans un désert et qui parfois manquent d'eau pendant 2 jours, une semaine, un mois. Vous voulez faire de guerre ou bien de tirer avec ces gens-là? Non, nous n'avons pas d'éléments. J'insiste sur le fait. Ça peut pas être du goût de certains Béninois. Mais je dis, c'est des gens, vous-même, ils viennent ici, ils peuvent ne pas avoir l'eau pendant une semaine. Ils vont se débrouiller.
Mais vous et moi ici, là, si on manque d'eau pendant une journée, 2 jours, là, est-ce qu'on supporte? Tout le monde entier, c'est des gens, ils peuvent ils peuvent se mettre dans le désert, aller manger de la viande séchée avec du piment. Et ça leur suffit, ils peuvent continuer. Ce n'est pas votre affaire de riz qu'on doit acheminer par le Bénin qui les fait leur problème. Non, un peu de farine de maïs, ça règle leur problème. C'est nous ici. Donc, nous avons aussi des problèmes. Eux aussi vont subir par rapport à certaines choses. Mais l'un dans l'autre, je pense et j'insiste sur le fait que, d'abord, moi, je voudrais humblement demander au chef de l'État d'éviter de sortir désormais dans cette crise. Ça, c'est mon conseil de citoyen béninois. Qu'il évite de sortir pour parler tout le temps. Qu'il délègue des gens autour de lui. Ce n'est pas pour rien qu'un chef de l'État a des conseillers. Ce n'est pas pour rien qu'il a des chargés de mission. Ce n'est pas pour rien qu'il a une équipe de communication. Quand le chef sort chaque fois, se prononce et fait des erreurs, ce n'est pas bon pour son image et ce n'est pas bon pour l'image de son pays. Dès lors, alors, si c'est ces collaborateurs qui sortent, qui font des erreurs, il a le temps de réfléchir et de revenir corriger après pour dire, mais il n'aurait pas dû dire ça, mais écoutez, bon, on a compris, on va corriger ça. Et puis lui vient en dernière position pour parler, pour corriger les insuffisances de l'état de son équipe. Donc, la porte de sortie, je réussis sur le fait que politiquement, nous avons échoué. Si les gens ne veulent pas reconnaître ça, nous allons continuer à vouloir forcer ou à nous enfoncer et dire que les Nigériens ne sont pas de bonne foi, qu'ils sont de mauvaise foi. Loin de là. Aussi longtemps que nous disons que le Bénin est un pays souverain, que le chef de l'État défend les intérêts du Bénin, le président nigérien aussi défend les intérêts de son pays. Chacun défend ses intérêts. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas nous rendre compte que politiquement, nous avons échoué, qu'il faut exploiter d'autres voies de recours, nous allons foncer droit dans le mur et après, on sera face aux dégâts. Oumar Aléanjou, vous avez suivi le développement de Laurent Roland Tonné-Ikès. Il propose que l'on s'appuie sur l'Union islamique, que l'on s'appuie. Il a même donné l'exemple de 1960 où un évêque s'est déplacé. Nous avons encore là, quand il parlait, j'ai vu l'image passer dans ma tête. Nous avons encore là un patriarche, un sage, Monseigneur Gagné, par exemple, associé à quelques membres de l'Union islamique du Bénin. Est-ce que ça ne pourra pas faire l'affaire? Bon, je pense que ça aura forcément son poids dans donc, les négociations, le dialogue. Et par rapport à la question de notre confrère ce matin, quelle sortie de crise, voilà, quelle porte de sortie possible, moi je dis ceci, c'est-à-dire à faire accompagner la diplomatie politique par des leaders religieux ou moraux, tout ce que vous voulez, ça va forcément faciliter les choses. Et sur le plan politique également, moi je pense que ce qui se fait également n'est pas totalement mauvais. Il faut maintenir le dialogue. C'est essentiel, maintenir le contact avec les autorités nigériennes et je pense qu'on est sur la bonne ligne. Il y a déjà notre ministre qui a la possibilité aujourd'hui de se déplacer là-bas pour une réunion. Et je crois que c'est toujours par rapport au pétrole qui passe par le pipeline. Voilà, donc c'est déjà un premier pas, c'est déjà essentiel. C'est vrai qu'il n'a pas été reçu par le président Tiani, mais il faut maintenir ce dialogue-là. Il n'a pas été reçu parce que ce n'est pas les Nigériens qui l'ont invité. Oui, c'est les Chinois qui l'ont invité pour leur intérêt. Je suis complètement... tout ce que je dis, déjà, il arrive déjà à se déplacer. Oui, mais justement, non, question d'intérêt. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Il a déjà, au moins ce contact-là, il faut le maintenir. C'est essentiel également la diplomatie politique. C'est essentiel, maintenir le contact entre les autres. Vous savez, quand quelqu'un est fâché et que vous le laissez seul dans son coin, vous imaginez tout ce qu'il peut ruminer dans sa tête et venir. Donc, il faut toujours garder ce contact-là avec les autorités nigériennes. C'est vrai qu'ils ont un peu de méfiance vis-à-vis de nos autorités, mais normalement, il ne devait plus avoir de méfiance. Ça, je le dis et je le répète, parce que c'est les deux peuples qui souffrent. Contrairement à ce que Roland pense, la résilience du peuple béninois, il ne faut pas se contenter de nous autres ici qui sommes dans une grande ville, Cotonou, Calavi et tout ça, et qui ne pouvons pas nous passer de 2 jours sans... Mais il y a des gens qui souffrent, qui vivent des situations compliquées dans notre pays également et qui sont capables de cette résilience-là aussi. Excusez-moi, mon côté chauvin, ça sort, je suis béninois, mais enfin, je ne sais pas, mon patriotisme, je l'ai vraiment chevillé au corps et ça, quand j'entends de tels propos, il faut que je réagisse.
Le Béninois également souffre et le Béninois aussi a cette capacité de résilience. C'est les deux autorités qui doivent main dans la main travailler pour que l'intérêt des peuples puisse être sauvegardé et que le contact... Parce que nous les peuples, nous les populations, mais... Le Nigérien et le Béninois, il n'y a pratiquement pas de différence. Dans nos familles, on a forcément des binationaux qui sont à la fois Nigériens et comment on appelle, et Béninois. Voilà. Donc, c'est cela, c'est ce qui nous rassemble, que nous devons mettre en avant et essayer de régler ce problème. Maintenant, faire intervenir des autorités religieuses, c'est même très bien. Au-delà même des autorités religieuses, des sages, des personnes, des têtes couronnées, comme vous l'avez dit, tout ça est essentiel. Mais il faut maintenir le dialogue. Et puis, que les autorités du Niger arrêtent d'être méfiants. Le président Patrice Talon a donné tous les gages désormais. Il a donné tous les gages désormais. Il n'y a plus de méfiance à avoir vis-à-vis des autorités. Et puis, il a même dit, le temps de, comment on appelle, de vouloir sanctionner le régime du Niger parce qu'il y a eu un coup d'État, ce temps-là est déjà révolu. Il faut maintenant, voilà, c'est passé, il faut maintenant dialoguer, parler entre nous. Ce qui a été dit est passé et éviter de s'accuser mutuellement. C'est vrai, nous n'avons pas tous les détails de comment on appelle, de tout ce qui se passe au sommet, mais une chose est sûre, si on veut mettre vraiment l'intérêt général des populations en avant, on doit pouvoir s'entendre et continuer à travailler main dans la main. Et ça, moi je dis, c'est essentiel. C'est essentiel. Et puis, comme l'a dit Laurent, les Chinois, leur seul intérêt, c'est que ce pétrole-là arrive chez eux. Eux, ils veulent payer pour ça. Et je dis et je répète, ce n'est pas seulement le Bénin qui paie, le Niger également paie. Ça sert à quoi d'avoir fait tout ce pipeline-là, dépenser tout cet argent et pouvoir ne pas rentabiliser. Et au même moment aussi, chaque pétrole qui passe, enfin chaque baril de pétrole qui passe par le Bénin, mais c'est quelque chose que ça rapporte également à notre pays. Donc, il faut pouvoir mettre tous ces éléments-là, c'est-à-dire, c'est cela, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui nous rassemble, ce qui fait que nous sommes, enfin, notre vivre ensemble puisse être toujours dans la je perds un peu mes mots parce que vous avez, quand la situation a atteint un certain niveau et que ce n'est plus seulement le politique qui en souffre, mais aller un peu vers Malanville, aller un peu vers Gaïa. Il y a des gens qui n'arrivent plus. Moi, je connais des transitaires qui ne peuvent plus travailler. Des gens dont la spécialité était d'envoyer des voitures d'occasion vers le Niger, mais ils sont dans une situation très compliquée aujourd'hui. Moi, je pense que c'est à ces personnes-là qu'il faut penser et régler donc cette situation-là au plus tôt. Si vous permettez. Oui, vous voulez réagir. Moi, je crois que, Ouma, vous devez comprendre que ma position par rapport à cette crise ne changera pas. Et ce n'est pas affaire de patriotisme et de chauvinisme, non. Tout le monde est patriote, nul n'est patriote plus que qui que ce soit. Mais ce qu'on dit en réalité, quand la crise intervient, qu'il y a des problèmes, oui, on doit soutenir le chef de l'État, mais n'ayons pas peur de lui dire parfois, Monsieur le Président de la République, on aurait dû procéder de cette manière. Et quand je parle de résilience, oui, au Bénin, les gens souffrent, d'accord. Mais je dis, par rapport au Niger et au Bénin, il y a des gens qui, toute leur vie, ont développé une sorte de résilience par rapport à toutes les situations possibles. Ce qui n'est pas le cas pour tous les Béninois. C'est là où je ne suis pas attendez, vous pouvez ne pas être d'accord. De résilience. Est-ce que vous pouvez faire une semaine dans le désert sans boire de l'eau? Laissez-moi finir. Mais je vous assure, il y a des Béninois aussi qui peuvent le faire. Beaucoup de Béninois qui vivent dans nos contrées les plus reculées. Des Béninois complètement... Alors, peut-être Laurent ne le dit pas suffisamment et clairement. Si vous êtes capable de faire une semaine dans le désert, par exemple, attendez, je vais finir. Pas vous, quoi. Et que... même sans eau, vous êtes capable de vous débrouiller. Ça veut dire que quand une personne comme ça va se fâcher là, c'est-à-dire avant de le calmer, franchement, ça ne va pas être facile. Voilà. C'est ce que Laurent veut dire. Est-ce que je me trompe, Laurent? Oui, en fait, je ne le dis pas. Ce existe également. Je ne le dis pas. Permettez-moi finir. Je ne le dis pas pour minimiser les Béninois. Voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai. Non, vous ne pouvez pas réfléchir à ma place. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, là, même si le riz ne passe plus par le Bénin pour aller au Niger, les Nigériens ont peut-être d'autres moyens de contourner ça et de se débrouiller. Mais pendant ce temps, nous, notre port souffre. C'est de ça que je parle en réalité. Oui, nous avons bloqué tout. Frontière fluviale. Les véhicules immatriculés au Niger ne rentrent pas au Bénin. Ce n'est pas un problème.
les Nigériens ont d'autres frontières avec lesquelles ils peuvent travailler, faire des affaires et avoir des produits. S'adapter à ça, même si ça leur coûte peut-être les yeux de la tête. Mais nous autres, là, notre port souffre. Allez voir les portuaires. Ceux qui travaillent au port, ils vont vous dire que ça souffre. Ça ne marche pas. Et vous avez reconnu là maintenant que vous avez des gens qui font le transit, qui vendent des véhicules d'occasion au Niger. Oui, qui ont des soucis. Qui ont des soucis. Et c'est là où il y a un compatriote qui envoie chaque jour au Niger des camions de jus d'ananas, par exemple. Aujourd'hui, il est en difficulté. Donc, pensons à ces personnes. Il y a des camions d'ananas qui. Non, mais justement. Ces commentaires qui peuvent. Quel commentaire j'ai fait faire penser que c'est plutôt les Nigériens qui s'en sortent mieux que les Béninois. Et puis, là où je suis peut-être un peu d'accord avec vous, c'est qu'il faut peut-être aussi que le président attende de manière très humble également et puisse comprendre qu'il ne sert à rien que ce soit lui seul qui va monter tout le temps au créneau. Il faut que le président Tiani aussi le fasse. S'il ne le fait pas, je pense qu'il faut laisser les collaborateurs monter au créneau parce que la parole du chef également est sacrée. Parce que nous, en tant que Béninois, notre fierté, c'est cela aussi. Que les gens écoutent ce que nous disons, que les gens marchent ce que notre premier, enfin notre dirigeant demande ou les injonctions, on va dire, de notre dirigeant. Et quand il n'est pas écouté, c'est frustrant. Et moi, ça me frustre. Et ne serait-ce que pour ça, j'aurais aimé désormais que ce soit d'autres autorités à un niveau moins élevé qui parlent en premier, qui essaient d'aller négocier avec les Nigériens. Ouma, ce que vous avez du mal à reconnaître, c'est que politiquement, nous avons échoué. Vous ne voulez pas l'accepter. Mais attendez. Moi, je suis optimiste. On n'a pas échoué. Non, mais attendez, ce que je dis, on n'a pas échoué. Politiquement ou diplomatiquement par rapport à cette affaire. Regardez toutes les actions que le Bénin a menées déjà sur le plan politique ou diplomatique. Ça a échoué. J'ai dit, je ne sais pas que je dis qu'il faut rompre contact, parce que vous l'avez dit, comme si j'ai dit qu'il faut rompre le contact avec les gens. Non, mais si vous parlez d'échec, ça veut dire que ça ne marche pas. Oui, mais ça ne marche pas, la preuve. Et remettons tout le reste aux sages, aux têtes couronnées. Non, la preuve, tout ce que le Bénin a fait, politiquement ou diplomatiquement parlant, ça n'a pas prospéré. Attendez, vous n'étiez pas au pays. Moi, je pense que j'insiste sur le fait que politiquement ou diplomatiquement, nous avons échoué. Ce que nous devons faire, le seul recours qui nous reste là, c'est les leaders religieux, c'est les acteurs de la société civile. Moi, je pense qu'on n'a pas échoué tant que le contact est maintenu, tant qu'il y a toujours le dialogue, le téléphone passe entre. Mais il n'y a pas de dialogue. Non, si, il y a un ministre qui est parti. C'est déjà un début. Qui a appelé qui, vous avez entendu? C'est déjà un début. Il y a notre ministre qui a pu aller au Niger. C'est déjà un début. Ils ont pu faire une réunion, c'est-à-dire bénino-nigérienne, une réunion qui a rassemblé des autorités nigériennes et des autorités béninoises. C'est déjà un début. Et ça, il faut le reconnaître. Sur le plan politique, il ne faut pas lâcher. Sur le plan diplomatique, il ne faut pas lâcher. Les sages seuls ne peuvent pas. Eux, ils ne connaissent pas tous les dessous de tout ce qu'il y a comme relation entre le Bénin. Voilà. Le ministre béninois qui allait au Niger. La politique au haut niveau, ce n'est pas l'affaire des sages et des religieux seulement. Il faut maintenir ce contact-là. Je le dis, je le répète, il faut maintenir. Ce n'est pas un échec, c'est peut-être un moment de flottement et ils finiront par se comprendre. Le ministre nigérien. Le chef de l'État l'a dit. Il a dit quand même qu'il espère que le bout du tunnel sera trouvé. Nul n'a intérêt à ce que cette crise perdure. C'est pour ça que je dis, exploitons d'autres voies de recours. L'autre chose que vous dites, j'insiste sur le fait que le ministre nigérien qui est allé au Niger a été invité par les Chinois. Il dit qu'au cours de la réunion, les Nigériens et les Béninois ont eu à se parler. Laissez-moi finir. Les Chinois ont leur intérêt en jeu et ont payé aux Nigériens leurs sous et ont besoin de faire transiter leur pétrole par le Bénin. Et disent aux Nigériens qui leur vendent le pétrole là, nous voulons inviter le troisième partenaire pour qu'on discute. Là encore, ce n'est rien d'extra. Mais sur le sol nigérien, c'est déjà un début. Ce qui serait extra, c'est que les autorités nigériennes invitent le ministre béninois ou le ministre béninois prennent une décision de dire je me rends au Niger et il accepte. C'est ça qui serait bien. Moi, je reste optimiste, ça va venir. Et puis, quand vous parlez des Chinois, moi, je ne voudrais même pas qu'on parle des Chinois. On va parler des grandes puissances économiques qui n'ont aucun ami. C'est rien que leurs intérêts économiques. Alors que pendant ce temps, nos peuples souffrent. Le pétrole chinois va toujours passer. Donc, moi, côté chinois, je ne pense pas que ce soit le moment pour nous de parler des Chinois. Il faut régler cette crise-là pour que les gens à Malanville, à Gaïa, puissent se sentir désormais. Pour que nos transitaires qui convoient les voitures importées de port de Cotonou vers, comme on appelle, et vers le Niger, puissent désormais retrouver leur train de vie. Et puis, pour finir, le contournement par le Nigeria, ça ne nous arrange pas totalement aussi. C'est vrai que c'est un bon moyen également, mais
apparemment, là-bas aussi, il y a des conditions un peu compliquées pour les transitaires, pour les camionneurs. Donc, petit à petit, ces choses-là vont se régler. Moi, je reste optimiste. Il ne faut pas lâcher la diplomatie politique. Il ne faut pas lâcher tout ce qu'il y a comme contact entre le Bénin et le Nigeria. Nos autorités doivent essayer toujours de se parler. Et c'est là où moi, j'apprécie vraiment ce côté, comment on appelle, du président Talon qui est désormais, comment on appelle, dans un processus de consensus pour que tout le monde puisse s'entendre. Et finalement, il fait vraiment profil bas. Moi, pour vous dire vraiment, je le méconnais même quelquefois. Je le méconnais quelquefois. Le président Talon qui dit quelque chose et 2 jours après, mais je le méconnais. Donc, ça veut dire que finalement, le président Talon a compris que l'intérêt du peuple est désormais à mettre en avant et non les petites guéguerres entre politiques où on ne se comprend pas. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'il y a autour de cette affaire parce que nous ne sommes pas avec eux, nous ne sommes pas et donc dirigeants des États. Nous ne sommes là un peu de loin, on analyse, on apporte notre éclairage pour que la population puisse également se faire une idée. Et à ce niveau, nous devons savoir mesurer, regarder et ne pas jeter de l'huile au feu. Voilà, moi c'est ma posture. Voilà, moi c'est ma posture. Mais quand on compare la capacité de résilience d'un peuple par rapport à un autre, moi j'estime que c'est pas très intéressant comme ça. Ne me prêtez pas des intentions et ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Est-ce que c'est pas trop dur que de ne pas accepter recevoir une lettre que le président béninois, un émissaire que le président béninois a envoyé? Est-ce que quand même c'est pas trop dur? Après tout, les hommes passeront, les États resteront. Oui, mais Mori Agua, vous savez, j'ai comme l'impression que nous perdons de vue la réalité des faits. Il y a quelques jours, le Bénin a fermé la frontière fluviale. Il y a quelques jours, les camions immatriculés au Niger ont été interdits d'entrer sur le territoire national. Oui, mais ce sont eux qui ont refusé attendez. aux camions béninois de rentrer sur le territoire d'abord, au port de Lomé. Attendez. Quand vous voulez un aboutissement d'une situation, parce que quand on ferme la frontière fluviale, vous savez à qui on fait mal? On ne fait pas mal en réalité à Tiani. On fait mal aux populations environnantes. Il y a des gens qui vont travailler au Niger le matin, qui viennent dormir au Bénin le soir. Il y en a qui se rejoint finalement. Vous commencez. Laisse-moi finir. Il y a des gens qui quittent le Bénin le matin pour travailler et le soir ils reviennent encore. Ils vont au Niger travailler et le soir ils reviennent au Bénin pour dormir. Donc, le transport fluvial permettait à ces personnes-là au moins de fonctionner, d'aller et de venir. Ne sais-ce que ça. Et il y a des gens qui sont au Bénin, mais dont toute la famille se trouve au Niger. Il y a des gens qui sont au Niger, au niveau de l'autre côté de la frontière, dont toute la famille se trouve au Bénin. Quand vous avez une crise avec un pays, c'est la dernière chose qu'il ne faut pas faire. C'est quoi? Fermer le couloir. On appelle ça un couloir humanitaire, je sais quoi. Il y a un couloir qui permet aux hommes et aux femmes de circuler. Mais vous condamnez qui finalement dans le fait que... Laissez-moi finir, Omar. Laissez-moi finir. Vous n'êtes pas là pour me faire un procès. Non, c'est pas un procès. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Oui, allez-y. Quand vous savez que vous devez envoyer une lettre par un émissaire, vous continuez peut-être à éviter certaines choses. Quand vous voulez la paix, que vous alliez à la table de négociation, de médiation, pour vous comprendre, quand bien même les autres parfois posent des actes désobligeants, c'est que vous continuez à leur montrer que vous n'êtes pas comme eux. Le simple fait de bloquer la frontière fluviale, c'est la dernière chose qu'il ne fallait pas faire. Mais vous faites ça, et quelques jours après, vous envoyez un ministre là-bas. Le ministre, en réalité, j'ai insisté sur le fait, ce n'est pas les autorités nigériennes qui l'ont invité, c'est les Chinois qui l'ont invité. Et il est là-bas pendant 48 heures, il travaillait. Et il a dit qu'il est un porteur de message au chef de l'État, au président Tiani. Moi, j'estime que la procédure est bancale. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. Mais moi, de ma position, je dis cette procédure-là est bancale. Permettez-moi de placer un mot aussi. Allez-y. Et je vais poser en fait une question. Vous ne pouvez pas poser, c'est moi qui pose la question. Dans la situation que nous vivons aujourd'hui, Bénin-Niger, dans cette situation-là, pour arriver au dégel, je veux dire, qu'est-ce que nous faisons? Ok, nous devons faire de part et d'autre des consensus. Des concessions. Des concessions, si vous voulez, oui. Des concessions, merci pour le mot. Des concessions pour pouvoir arriver donc à la porte de sortie dont parle notre confrère. Mais le Bénin a montré toute sa bonne foi déjà.
ok, ouvrez la frontière, vous restez ferme, vous dites non. Ce que je condamne. Un État souverain. Mais écoutez, qu'est-ce que nous devons faire également? Puisque vous déclarez qu'on ne veut plus de relations, en tout cas sur ce canal-là, on ne veut plus de relations avec vous. Mais donc, mieux vaut couper complètement. Et ça, c'est de l'ordre de la souveraineté, c'est de l'ordre de la dignité d'un peuple de dire, ok, si vous croyez que vous nous suffisez, c'est normal aussi que nous puissions dire que nous nous suffisons également. Donc, on ferme tout complètement. Laissez tel que c'est. Si vous fermez moi, je ne condamne pas quelqu'un. La réaction du Bénin. Et on envoie le message, si vous voulez, c'est parce qu'il faut maintenir le dialogue. Je vous ai dit, quelqu'un qui est fâché, ne le laissez pas seul dans son coin. Ça ne sert à rien. Il faut aller parler avec lui, il faut dialoguer avec lui. Mais est-ce qu'il faut poser d'autres actes qui vont le fâcher encore davantage? Non, mais quel acte a été posé? Envoyer une lettre, ça le fâche davantage? Non. Que le ministre béninois accepte. C'est sur instruction du président de la République. C'est tellement qu'il s'est retrouvé. Qu'il accepte d'aller là-bas, ce n'est pas non plus. Laurent, fermer le fleuve, l'accès au fleuve. Interdit les véhicules. Moi je dis, c'est mauvais. On pouvait les laisser, peut-être eux, interdire l'entrée des véhicules RB, garder les frontières fermées, prendre toutes les décisions et les observer. Ou bien. Oui, ça c'est une option. Mais l'option que nos autorités ont choisie également, moi je la comprends. Un État souverain doit pouvoir être digne également et pouvoir dire à l'autre, ok, si vous vous suffisez, il n'y a pas de raison que nous aussi, on ne se suffise pas. Et moi, je dis, il faut maintenir ce dialogue-là, il faut maintenir ce contact-là. La démarche actuelle n'est pas mal du tout, il faut continuer, quitte à intégrer également toutes les autres personnalités, toutes les têtes couronnées dont vous avez parlé, les sages, les religieux, tout ce qu'on peut faire intervenir pour qu'ils puissent donc nous aider à arriver au dénouement donc de cette crise, on va dire. Très bien. Laurent Voulantoni-Ikes, je pense quand même que vous avez quand même proposé quelques pistes de solutions. On espère que les autorités vont en tenir compte pour que nous puissions évoluer. Allons à la une de Matin Libre. Je crois que c'est Matin Libre qui s'interroge sur la tournée gouvernementale et se demande à combien s'élève l'ardoise par pour le contribuable. Est-ce que ce n'est pas des polémiques encore? Comment c'est polémique? C'est pas une polémique. Vous savez. Mais est-ce que la reddition de comptes n'est pas normale? Mais est-ce que vous savez que. Est-ce qu'il faut condamner la reddition de comptes? Est-ce que les populations ne doivent pas savoir ce qui se fait dans le pays? Est-ce que vous avez vu ceux qui constituent les équipes pour aller faire reddition de comptes sur le terrain? Qui sont ceux qui constituent les équipes? Allez chercher. Matin, il me fait bien de poser la question. J'ai comme l'impression que... Mais les ministres sont sur le terrain ou pas? Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des militants qui sont en repos. Bon, finalement, il faut trouver quelque chose pour qu'ils puissent émarger pour aller sur le terrain, pour aller parler. Ils émargent? Donc, vous pensez qu'ils vont faire ça gratuitement? Vous pensez que donc, ils vont faire ça gratuitement? Bon, même s'ils n'émargent pas, le nombre de véhicules qu'ils amènent là, ce n'est pas des carburants. Et c'est un véhicule de haut de gamme, c'est des V6 ou V8, comment vous appelez ça? C'est pas ça? Qui consomment énormément? C'est aux frais de l'État. Et quand ils sortent, ils vont rester affamés sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des émoluments, il y a beaucoup de choses. Et oui, dans un pays où on se plaint pour dire que ça ne va pas. Et d'ailleurs, même, j'ai pu voir à la une d'un journal ce matin, ou bien de plusieurs journaux, que le Bénin transparence budgétaire, que le Bénin est en tête. Et puis j'ai vu aussi hier soir une vidéo du ministre des Finances hors du territoire national qui disait que, oui, ou bien je ne sais pas si c'est ici, mais je sais, il était à une conférence, il y a des cadres autour de lui, il disait que, oui, au Bénin, que les pauvres sont plus en charge dans les centres de santé. C'est ce que j'ai écouté, c'est une vidéo, c'est lui-même qui parlait. C'est pas faux, avec le projet Arche, on parle de, comment on appelle, des privilégiés de l'État, si vous vous souvenez. Il y a des personnes aujourd'hui qui, dans nos hôpitaux, ne payent pas un seul franc parce que tout simplement, ils souffrent du palu et que l'État prend désormais ça en charge. Il y a beaucoup, 75% à peu près, comment on appelle, des affections. Vous avez été sur le terrain pour Oui, j'ai fait une enquête sur le terrain pour savoir. J'ai fait toute une tournée du sud au nord. Par rapport à ça, il y a beaucoup de privilégiés de l'État, des gens qui ont la carte Arche et qui arrivent à se faire soigner. Oui, ça c'est une réalité aussi qu'il faut reconnaître. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Je vous dis que j'ai fait une tournée dans ce sens-là. Vous avez fait une tournée, moi-même j'ai fait un travail dans ce sens. Quand ils ont commencé à Glodibé, d'accord? Quand on prend tous les Béninois, combien ça fait? C'est à Glodibé que ça a été lancé. Oui, voilà. Donc vous voyez. J'étais là j'ai l'information aussi. Au moment du lancement. J'ai l'information aussi. Donc pour vous dire,
quand vous parlez de prise en charge des pauvres, là, combien de personnes sont impliquées alors nous parlons là dans ce projet? Pendant que des gens à l'hôpital, ou bien peut-être sont... Attendez. Pendant que les gens vont à l'hôpital et pour non-paiement de frais, on confisque leur corps parfois. Donc ça, c'est une autre parenthèse. Donc, pour dire quoi? Cette réduction de compte, oui, il faut faire réduction de compte, je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas que ça coûte énormément aux contribuables béninois. Malheureusement, transparence à ce niveau, on ne dira pas jamais ce que ça a coûté. Pourquoi vous pensez qu'ils ne vont pas le dire? Mais vous avez... C'est dans l'ordre normal des choses qu'ils le disent. C'est le droit d'un journaliste de vouloir savoir parfois, j'ai l'impression que vous venez au Bénin, en 2024. Depuis que vous êtes dans ce pays-là, combien de fois on vous a dit que telle chose a coûté tant? Et quand vous dites qu'il peut vous le dire. C'est anormal. On doit pouvoir. Mais est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire une fois, au moins telle chose a coûté tant? Oui, mais c'est anormal. Donc ne défendez pas pour dire qu'ils viendront dire. Nous sommes habitués à ne pas être au courant, et donc ce n'est pas évident qu'on soit au courant par rapport à ça. J'en ai fini. Par rapport à la reddition de compte, moi, je salue. Est-ce que bon, Laurent a dit que ce n'est pas une polémique, mais est-ce que vous pensez que le journal ne soulève pas une polémique? Moi, je pense qu'il soulève en fait une polémique. C'est genre de question, mais Laurent parle de ceux qui constituent les délégations. Moi, je ne sais pas. Pendant que le droit d'être pendant que Laurent, vous allez me permettre de parler également. Pendant que deux journaux écrit que le Bénin est premier en transparence budgétaire, vous pensez que demander combien ça a coûté aux contribuables, c'est une polémique. Vous voyez comment c'est. Non, Laurent, on s'interroge. On s'est interrogé. Permettez-moi de développer. Allez-y. Ok. Lorsque quelqu'un vient et que vous êtes en train de faire une activité, je prends l'exemple nous-mêmes directement, une activité pour laquelle vous êtes payé, que la personne vient et vous dit, cher ami, ton affaire, il y a combien que tu as dépensé? Il y a forcément un sous-entendu derrière. On veut voir clair dans cette affaire-là. Qui prend de l'argent? Non, moi je pense qu'il ne faut pas créer des polémiques pour en créer. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces genres de titres-là. On peut titrer autrement. Nous sommes journalistes et on sait comment formuler les choses pour ne pas choquer, pour ne pas créer des sous-entendus. Là, il y a des sous-entendus qui sont créés, ce n'est pas bon du tout. C'est ce que nous refusons en fait. Et c'est ce qui nous est reproché tout le temps également. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là également. Je ne suis pas un défenseur du régime. Je le dis, je le répète, je ne suis pas un défenseur du régime. Mais quand on fait quelque chose et que cela est bien fait, il faut le reconnaître également. La reddition de comptes, mais c'est tout à fait normal. C'est des autorités. Députés, attendez, permettez. C'est des députés, c'est des ministres, c'est des personnes que comment on appelle, dans le système démocratique dans lequel nous sommes, donnent le droit de faire un travail et qu'à un moment, ils reviennent également auprès des populations pour dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous n'avons pas pu faire également. Parce que tout ce que le gouvernement fait, ce n'est pas tout qui est parfait, on est d'accord. Okay? Même le président de la République lui-même l'a reconnu il n'y a pas très longtemps. Le hautement social est parti de là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a beaucoup de choses également à faire encore. Mais au moins, reconnaître qu'on fait des choses. Mais écoutez, il faut saluer ce fait-là, plutôt que de vouloir jeter de l'huile au feu. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, par rapport à ce dont je parlais, les privilèges de l'État, mais écoutez, on ne va pas régler le problème de tous les bénéficiaires. Enfin, vous voulez qu'on dise désormais, ok, couverture maladie universelle pour tout le monde, quel que soit ce dont tu souffres, au Bénin ici, on prend tout en charge. Mais l'État va s'en sortir comment? Malheureusement, il y a des cancéreux dans ce pays-là. Malheureusement, il y a des gens qui souffrent de maladies très graves. Le ministre n'a pas dit certains pauvres, il a dit les pauvres. Oui, les pauvres. Les personnes les plus pauvres, les indigents de notre pays. Non, mais écoutez, il y a des enquêtes. Tous les pauvres autour de vous sont pris en charge. Je vais vous dire quelque chose. Si tout le monde n'est pas pris en charge. Soyons honnêtes. Oui, tous les pauvres autour de vous sont pris en charge. Permettez-moi de parler, Laurent, s'il vous plaît. Première chose que je veux dire, c'est que, souvenez-vous, le RAVIP, c'est grâce à ça qu'on a pu définir les gens qui sont pauvres ou pas. Comment est-ce que nous avons participé à cela également? Souvenez-vous du contexte. Okay? Donc, si tout le monde n'est pas pris en charge, je ne condamne personne. C'est pas le RAVIP. Il y a quelque chose qui va avec. Vous êtes sous-informé. C'est pas le RAVIP qui a conduit à aller demander. C'est sur cette base-là. Non. C'est sur cette base-là. Je vous dis non. C'est sur cette base-là qu'on a défini les personnes. Il y avait un autre projet avant ça au ministère de la décentralisation. Allez vous renseigner très bien. C'est sur la base. Il y avait un projet au ministère de la décentralisation piloté par même le CONAFIL à l'époque. Et c'est avant ça. Ça avait déjà commencé même avant le RAVIP. Par rapport au renseignement, on va se renseigner tous les deux. Oui, par rapport on va se renseigner tous les deux. Mais en tout cas, il y a une base de données qui a été faite
Et tout le monde n'a pas forcément participé parce que c'était le moment où le président était venu nouvellement. Il y avait, souvenez-vous du contexte. Tout le monde n'est pas d'accord. Non, pourquoi si, pourquoi ça, ne participez pas. Voilà, tout ça. Donc, ça fait que peut-être tous les pauvres n'ont pas été recensés. Mais les personnes indigentes de notre pays, je vous assure, il y a un grand nombre qui aujourd'hui ont des cartes quand ils vont dans les hôpitaux, qu'on soigne gratuitement. Peut-être que dans les faits, ça a changé, parce que ça fait quand même près d'1 an que cette tournée à laquelle j'ai participé a eu lieu. Peut-être que les choses ont changé aujourd'hui, je ne sais pas, mais ce que dit le ministre n'est pas totalement faux, c'est ce que je veux dire. Mais il y a des choses encore à faire. Je suis d'accord avec vous. La couverture maladie universelle, c'est ce à quoi nous devons donc parvenir, nous devons arriver. Et ça, c'est seulement par la volonté politique que nous pouvons y arriver. Il y a déjà un début. C'est vrai que le président Boni Yahi également avait entamé quelque chose. Et moi, j'ai souffert quand on a balayé tout ceci de la main dans le temps. C'est pour vous dire que je ne suis supporter d'aucun régime. Il y avait le RAMU, si vous vous souvenez. Donc, ça devait conduire donc à la couverture maladie universelle. Donc, moi, je pense que dans nos analyses, essayons également de reconnaître ce qui est fait de très bon et nous allons continuer. Et si vous voulez, on va parler également de ce qui ne marche pas. Dès qu'on en aura l'occasion, on en parlera donc sur ce plateau également. Sinon, je ne vous prête aucune intention. Je me base essentiellement sur ce que vous dites. Je voulais rectifier que je n'ai jamais été contre le fait qu'on aille faire des redditions de comptes. Mais je suis formel que chercher à savoir ce que ça coûte au contribuable, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas méchant et ce n'est pas une polémique non plus. Pourquoi? Ce matin, à la une de certains journaux, on a dit que le Bénin est premier champion en transparence budgétaire. C'est mauvais? Non, laissez-moi finir. On a dit que le Bénin est champion en transparence budgétaire, non. Mais alors, pourquoi demander qu'on nous dise combien ça a coûté? C'est une polémique. En quoi est-ce que demander qu'on nous justifie ça, c'est une polémique? Cela ne saurait être une polémique. Donc, par exemple, il y a des choses qui ont été réalisées dans ce pays. Moi, j'ai toujours dit, le boulevard de la Marina, ça nous a coûté combien? Dites-nous, parce que vous avez dit que nous sommes champions en transparence budgétaire. C'est pas ça? Je suis complètement d'accord. La voie Mississento Glo-Waladala, ça nous coûtera combien? Ça, c'est transparence budgétaire. Bioguerra, là, c'est combien? C'est transparence budgétaire. Bioguerra 1, Bioguerra transféré. Non, Bioguerra authentique, en tout cas, qu'on a amené devant. Mais il était quelque part, on l'a transféré. Oui, voilà. Oui. Ça coûte combien? Statut de l'Amazon, ça a coûté combien? C'est transparence budgétaire, c'est pas sorcier. Mais on sait ce que Vodou les a coûté. Hein. Non, vous avez quel chiffre officiel? Ou bien on ne sait pas. Nous sommes tous des journalistes. On a été formés, et je crois qu'on a été très bien formés également, pour être de très bons enquêteurs. Que voulez-vous dire par là? Non, on peut aller faire nos enquêtes. Je ne pense pas qu'on Quand on a posé la question au porte-parole du gouvernement, quand on a posé la question, on a posé la question au porte-parole du gouvernement pour dire combien ça a coûté la statue d'Amazon. Il a dit que si on dit que c'est 100 millions, 500 millions, les gens diront que c'est peu et que c'est pas la qualité. Et que si on dit plus que ça, les gens vont dire que ça coûte cher. C'est une réponse. On a cette mentalité-là également. C'est une réponse. On a cette mentalité-là également chez nous. Ce que je veux dire. En transparence budgétaire. Et ça, c'est une prouesse. Ce n'est pas des Béninois, ce n'est pas l'opposition qui nous l'a décerné. C'est des agences internationales qui nous l'ont décerné. C'est des gens qui reconnaissent le travail qui est fait au haut sommet. Je suis complètement d'accord avec vous. Et je dis, tant que cela, par exemple, ne transparaît pas dans le panier de la ménagère, c'est qu'il y a du boulot encore à faire. Okay? Mais au moins, saluons les prouesses. Au moins, saluons ce qui est bien fait. Mais pourquoi on n'a pas décerné ce prix-là à un autre pays de la sous-région et que c'est au Bénin qu'on le décerne? Permettez que mon patriotisme puisse être fouetté et que je puisse dire, voilà, je suis très content. Oui, le Bénin est désormais un bon pays sur le plan de la gestion budgétaire. On est premier en beaucoup de choses. Oui, on est premier en beaucoup de choses. Maintenant, il faudrait que le gouvernement, le ministre des Finances, tout cela, s'assoie désormais pour dire, OK, voilà. On a fait un très bon travail sur le plan macroéconomique, mais comment est-ce qu'on injecte maintenant de l'argent également pour que les populations également puissent se sentir, c'est-à-dire, on a beaucoup serré la ceinture, je veux dire. Pays qui le moment est venu également de desserrer légèrement la ceinture et de dire, OK, maintenant, bon, ça est, on va aller au marché, on va payer de la bonne viande, on va aller au marché, on va payer du poisson, de la bonne chair et tout ça, et manger. Donc, c'est cela désormais qu'on attend. Sur le plan de la santé, il faut qu'on aille dans les hôpitaux et se faire soigner sans avoir des soucis. Il faudrait que peut-être le salaire des fonctionnaires, comment on appelle, les petites personnes qui travaillent dans le ministère, qui gagnent des misères,
misère, il faudrait qu'on pense à toutes ces personnes-là. Vous me rejoignez finalement? Non, je ne vous rejoins pas. Non, mais si moi, vous reconnaissez tout ça, moi, j'ai tout salué les prouesses. Normalement, vous devez reconnaître que je ne suis pas venu défendre le régime. Tout pays, voilà, c'est ce que je vous dis. Tout pays qui est bien positionné par les institutions internationales, c'est un pays qui font la volonté de ces institutions. Et ces institutions ne veulent pas tout le temps à 100% le bien des populations. Je dis une chose, s'il y a des choses que vous faites, et ça arrange ces institutions internationales, et vous serez toujours les bons élèves. D'accord? Mais dans la réalité macroéconomique, allez demander à tout économiste, ils vous diront qu'il y a des choses sur lesquelles, si vous n'êtes pas d'accord avec les institutions internationales, vous ne serez jamais premier. Ah bon. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais moi, je dis, en matière d'orthodoxie financière, c'est ceux-là qui sont habilités à dire tel a bien fait et tel n'a pas bien fait. Et quand ceux-là disent que le Bénin a bien fait, souffrez que je puisse dire, je suis content. C'est le Bénin, on parle du Bénin, c'est mon pays. Je suis content que cela est bien fait. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que cela transparaisse également dans le panier de la ménagère? Et ça, c'est le travail de nos autorités. Et ça, je le dis et je le répète, il faut qu'on s'assoie, définir également des stratégies pour que la pécuniosité qui est prégnante dans notre pays en ce moment puisse être réduite. C'est important. Les gens souffrent, il faut le dire, les gens souffrent. Il y a eu des marches, il y a eu des... Voilà, donc c'est la preuve qu'il y a des problèmes. Sinon, le président, enfin, le gouvernement, les gens travaillent, on est tous d'accord. Maintenant, il faut maintenant penser à ce social-là. Je pense que c'est important également. Merci à vous, Laurent. Oumar, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé bon, concernant la tournée gouvernementale, peut-être j'aurais aimé que vous puissiez dire un peu plus, mais bon. Bon, ça va. D'accord. Alors oui, je pense que vous avez dit l'essentiel. Fraternité, je garde l'espoir. Oh non, le chef de l'État qui a dit qu'il garde l'espoir. Oui. Je crois que c'est oui, en temps normal, en tant que premier des Béninois, et notamment avec les souffrances qu'on connaît pour nos compatriotes, c'est bien normal qu'ils disent qu'ils gardent espoir. Et je crois que tout Béninois, nous devons travailler à garder espoir, à ramener la balle à terre. Ce n'est pas le fait de dire que Patrice Talon a raison qui facilite les choses, mais c'est le fait de dire à un moment donné, oui, autorité nigérienne, calmez-vous, ramenez la balle à terre, essayez de vous entendre avec le peuple béninois, et de dire au chef de l'État aussi, bon, monsieur le Président, nous ne souhaitons plus que vous parliez tout le temps, mais que vous envoyez d'autres éléments autour de vous, prendre la parole chaque fois. Et quand il y a casse, vous pouvez venir en dernière position pour corriger. Parce que chaque fois que le chef prend la parole, excusez, s'il fait des erreurs, en tout cas, en utilisant certains mots, ça peut davantage mettre en colère l'autre partie. Et ça ne va pas faciliter les choses. Le chef vient en dernière position quand les gens autour de lui parlent, puis après il tape sur la table pour dire non, prend la parole en dernière position. Ah, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Et donc là, ça rassure l'autre côté. Mais quand c'est le chef même qui parle, pendant que les autres sont restés silencieux autour de lui, dans ces éléments de langage, il peut faire des erreurs qui peuvent davantage fâcher les autres. C'est ce qu'on souhaite. Et donc oui, gardons espoir que tout se passe pour le mieux. Moi, je rêve de voir les frontières entre les deux pays ouvertes. Je rêve de voir que les échanges commerciaux reprennent de plus belle entre les deux pays. Beaucoup de personnes souffrent et il faut qu'on aille à une solution. Et quand ça va arriver, j'espère que vous me promettez qu'on prendra la caméra pour parcourir le Bénin, aller au Niger et voir comment... On passera même sur le fleuve. Vous savez que ça ne me dérangerait pas d'aller au Niger. Et ça ne me dérangerait pas qu'on aille même du côté du Niger pour aller interviewer les gens. Pour aller saluer le président Tiani. Bon, pas ça. Je suis très content qu'on finisse également sur cette note d'espoir. Je vois que mon ami Laurent n'est pas complètement pessimiste par rapport à cette affaire. En fait, c'est ce qu'on sent généralement. Il ne l'a jamais été. Voilà, il n'est pas pessimiste. Ça me rassure énormément. Je veux dire la vérité. Ce n'était pas pour vous demander de lui répondre. On garde donc espoir, comme le président Patrice Talon. On garde espoir. L'essentiel n'est pas de dire que non, il y a tel peuple qui est plus apte à supporter les difficultés que l'autre. Oui, mais le président a dit qu'il garde espoir. Prononcez-vous sur l'espoir au lieu de ne pas dire encore sur les difficultés. Oui, mais il a dit ce n'est pas le moment de dire que le président Talon a raison. Non.
Le président Talon a raison, selon moi. Même garde le président Tchiani également doit pouvoir garder espoir. Voilà. Et je crois que cet espoir-là, il faudrait que ça aille également du côté nigérien également et que le président Tchiani puisse faire des déclarations ou bien s'il ne peut pas faire des déclarations. En tout cas, qu'il montre aussi, comment on appelle, qu'il a envie que les situations qui vivent de part et d'autre des deux frontières, de la frontière puissent se sentir un peu plus à l'aise, qu'il réagisse rapidement et que cette situation-là puisse complètement être dénouée. Voilà, c'est l'espoir que nous allons garder. Pour garder cet espoir-là, il faut maintenir le contact et, si possible, faire intervenir d'autres personnes pour aider donc au dégel. Donc, pourquoi pas d'autres présidents? Laurent, vous n'acceptez plus les invitations sur d'autres chaînes, sinon le week-end, qu'est-ce qui vous occupe? Non, je ne vais nulle part. J'ai pris la résolution de ne plus aller ailleurs parce que je sais que les gens n'acceptent pas totalement ce que je dis, ma position reste tranchée. Ce qu'il faut apprécier, j'apprécie, mais s'il faut être direct avec les gens, je serai direct. Donc, vous savez très bien que ce n'est pas tous les médias qui acceptent ça. Et donc, je ne veux plus continuer à aller parler pour que ça ne soit pas diffusé ou autre là. Donc, je vais parler. Et puis, non seulement ça aussi, je préfère garder, comment vous appelez, la priorité avec Eden TV. La primeur. La primeur avec Eden TV. Je préfère ça. Très bien. Ça me construit davantage. Merci. Omar, le week-end non, vous aussi, vous avez renoncé au chef? J'ai mes propres activités, ce que nous faisons ici déjà. Je pense qu'Eden TV est suffisamment suivi et le peu que nous faisons ici n'est pas mal déjà. Il ne sert à rien d'aller parcourir. De disperser ces énergies. On va se concentrer sur Eden pour essayer de donner notre opinion, pour aider les populations également à se faire un avis sur tout ce qui se passe comme grand événement, tout ce qui se passe comme situation de crise également. Donc, il faut aider les populations à se faire une idée et nous sommes là, c'est notre boulot de journaliste. Nous ne savons rien faire d'autre à part ça. C'est vrai qu'on a d'autres activités pour pouvoir donc joindre les deux bouts parce que le journalisme seul aujourd'hui ne nourrit plus vraiment son homme, il faut le dire. Et c'est là où l'élection des journalistes qui est en train d'être faite pour aller à la HAC, il ne faudrait pas que les gens... Et on ne voit pas les candidats. Voilà, on ne les voit pas, ils ne parcourent aucune chaîne, ils sont là pour le moment. Et vous voulez quoi chez les candidats? Non, on ne veut rien, mais on ne les voit pas. On doit leur dire ce que nous avons. Si quelqu'un vous convainc, ils ont des capsules qu'ils sont en train de diffuser. Ils sont en train... C'est lequel de vos amis qui est candidat? Moi, je suis candidat, je suis ami à tous les candidats. Que ce soit Zakia, que ce soit Aman Roussou, que ce soit Pochime, que ce soit Djibozo, que ce soit Lionel Bagonde. Tous ceux-là sont mes amis. Vous avez un pronostic en ce moment, non? Non, mais il y a des gens pour qui je vais voter. Et ça, c'est... Bon, d'abord, il y a une seule personne, puisque, fort malheureusement, vous savez, je suis dans la presse écrite et la presse audiovisuelle, donc j'ai eu la carte pour la presse écrite, donc je voterai certainement pour quelqu'un. Entre les trois, il y a Djibozo, Pochime et puis Ogoubi. Donc, assurez-vous. Vous voulez un changement? Vous voulez un changement à la HAC? Vous voulez me piéger? Je ne réponds pas. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end, de continuer par fouiner pour que le lundi, on puisse avoir de nouvelles informations également.